Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Parisien qui vous propose aussi Crime Story, présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delseny. Annonce importante pour les fidèles de Crime Story. Nous publions une série exceptionnelle sur le mystère de la tuerie de Chevaline. 6 épisodes, tous disponibles dès ce samedi 29 mars. Tout de suite, votre épisode de Code Source. Le 15 février, le Parisien a raconté le combat de 2 parents, dont 2 de leurs 3 enfants sont atteints d'une maladie très rare, un syndrome que l'on peut comparer à une forme d'Alzheimer infantile. Abel a 4 ans, Eden, le grand frère, en a 8, et grâce à la mobilisation de leurs parents, plus d'1 million d'euros ont été récoltés, une somme qui va permettre de mener des essais cliniques à Lyon en lien avec des médecins américains, avec l'espoir de trouver un jour un traitement. Leur mère, Farah, témoigne dans Code Source aujourd'hui au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Farah chez elle dans la ville du Coteau, près de Roanne. Elle a toujours vécu ici. Elle a 32 ans et elle vit dans une maison à quelques pas de la Loire. C'est lumineux, très calme, et sur le canapé, il y a quelques jouets des enfants. Elle vient de les déposer à l'école. Le papa, Tommy, est au travail. Ils se connaissent depuis toujours. Tommy, on s'est rencontrés, on avait 12 ans au collège et on s'est mis ensemble vers 20 ans. On a emménagé très vite ensemble. Farah commence à travailler directement après le lycée et devient conseillère à l'assurance maladie. Tommy est agent technicien à la ville de Roanne. Lorsque Farah a 22 ans, elle apprend qu'elle est enceinte. C'était pas prévu, c'était une surprise. La grossesse d'Eden se passe super bien, il n'y avait aucun problème. Même l'accouchement, aucun problème. Et les premiers mois de vie aussi, tout se passait très bien. Eden naît le 7 août 2016. Farah et Tommy profitent des moments avec leur fils, mais vers 1 an et demi, Eden commence à avoir quelques problèmes de santé. Ça se manifestait en diarrhée. Diarrhée, vomissement, c'était par crise. Tous les 2 mois environ. Et au début, c'était souvent, on me disait, il a la gastro. On revient 2 mois après, il a encore attrapé la gastro. Sauf qu'au bout d'1 an, je me dis quand même, il peut pas attraper la gastro tout le temps. J'ai décidé de changer d'hôpital. Et en fait, il s'est avéré que c'était pas des diarrhées, c'était des fausses diarrhées. C'est-à-dire qu'il est tellement constipé qu'il y a que l'eau qui passait par en bas et ça ressortait par en haut. Dans l'hôpital de Saint-Étienne. Ils ont découvert que c'était des fausses diarrhées. Ils nous ont prescrit des médicaments. Ça allait mieux au début. Et ensuite, c'est revenu. Ils ont poussé les examens. Et ils ont fini par me dire, peut-être qu'en fait, il a rien et que ça passera avec l'âge. Donc, je suis rentrée un peu déçue et il a recommencé à faire ses crises. Je le voyais souffrir et je me suis dit, non, mais je peux pas m'arrêter là. Donc, j'ai décidé de passer à Lyon, l'hôpital femme-mère-enfant. Donc, hospitalisation, ils ont repris tout le dossier du début. Ils ont refait tous les examens qui avaient déjà été faits. À la fin de la journée, ils ont fini par me dire, écoutez, les premiers résultats qu'on a, on pense qu'il va très bien. Arrêtez de vous inquiéter. Voilà, il nous reste encore quelques examens à recevoir. On les recevra dans quelques semaines. Mais voilà, vous inquiétez pas. Et moi, je me souviens être vraiment déçue. Et l'infirmière m'a dit, mais pourquoi vous êtes pas content ? Mais parce que je lui ai dit, je sais qu'il a quelque chose, en fait. Et je me rappelle, à l'époque, avec Tommy, c'était un peu compliqué parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi acharnée. Il me répétait, mais je pense que tu n'es pas mieux que les médecins. Les médecins, ils ont fait 10 ans d'études. Tu ne peux pas mettre leurs paroles en doute. Et donc, je suis rentrée déçue. Et dans ma tête, je savais que j'allais finir par aller encore plus loin et aller à Paris. Je me suis dit, tant pis, j'irai à Paris. Et entre-temps, j'ai même pas eu besoin parce qu'on a reçu les résultats d'analyse, les dernières, par courrier. Et c'était écrit que dans les urines, il y avait une présence d'éparane sulfate égale maladie de Sanfilippo. Maladie de Sanfilippo. À ce moment-là, c'est la première fois qu'elle voit ces mots. Sanfilippo, c'est le nom d'un pédiatre américain, Sylvester Sanfilippo, qui a découvert cette maladie dans les années 60. Quand Farah reçoit ce courrier, ce jour-là, ça fait 3 ans qu'elle se bat pour comprendre de quoi souffre Eden. Même si elle ne connaît pas encore cette maladie, elle est soulagée d'avoir enfin un début de réponse. Je me souviens m'être dit « Ah, enfin !» Ils ont trouvé un truc, quoi. Ils ont trouvé une piste, ils vont me le soigner. Et samedi,
Les hôpitaux sont fermés, donc je prends mon téléphone. Et là, je tape maladie de Sanfilippo. Et puis, quand on tape ça sur Internet, les premières phrases, c'est maladie neurodégénérative qui va sur une dégradation de l'état cognitif et psychomoteur et décès dans l'adolescence. Et là, je me suis pris un coup de... j'ai pas compris. Franchement, là, c'était terrible. Je suis descendue en bas parce que Tommy, il était en bas. Et je lui dis, mais regarde, ils ont trouvé, regarde sur Internet et tout. Et là, Tommy me dit, mais non, mais il nous aurait jamais envoyé un courrier, arrête de stresser, etc., etc. Et moi, je suis restée bloquée. Et en fait, tout le week-end, j'ai regardé sur Internet. Et plus je lisais, plus je voyais qu'il y avait trop de similitudes. Et je savais au fond de moi que c'était ça. Le lundi matin, j'appelle le service en leur disant, je viens de recevoir ça, qu'est-ce que c'est, etc. Un interne me rappelle en me disant, écoutez, c'est une erreur, on n'a pas demandé cette maladie parce qu'en fait, il était suivi au service gastro. Donc là, c'est une maladie neurologique. C'était un interne, il me dit, écoutez, ne tenez pas compte, on s'excuse, c'était pas ça. Et je lui dis, mais il y a trop de similitudes. Elle me dit, mais quoi, par exemple? Je dis, il a une grosse tête, il a des petites dents, il dort pas beaucoup, il est hyperactif. Et elle me dit, mais ça, c'est comme beaucoup d'enfants. Vous inquiétez pas, mais de toute façon, on a gardé l'urine d'Eden en congelée et on vous donne un prochain rendez-vous en mai pour reconfirmer. Sauf qu'on était en mars. Et moi, je peux pas attendre mai, c'est pas possible. Donc, je raccroche. J'ai fini par trouver les coordonnées du spécialiste de cette maladie qui est au 4e étage de ce même hôpital. Et je me rappelle lui avoir fait un mail et lui avoir dit, voilà, on a reçu ces examens, ils me disent que c'est une erreur. Je trouve qu'il y a trop de similitudes. Est-ce que je peux avoir votre avis? Je reçois un mail 20 minutes après. Venez demain matin. Donc, on arrive le matin avec Eden. Et là, le médecin arrive et elle va vers Eden. Directement, elle dit « Eden ?» Et là, je regarde Tommy, je dis « Mais comment elle sait que c'est lui? On l'a jamais vu. » Et elle avait un classeur, un gros classeur, et c'était écrit son prénom. Et là, je me dis, il y a un truc qui va se passer. Elle nous prend dans une petite salle, Eden à part. Elle nous prend, moi et Tommy. Elle prend son carnet. Et en fait, elle avait étudié le dossier avant qu'on arrive. Et elle dit, voilà, les enfants Sanfilippo ont des problèmes ORL comme Eden. Ils ont des problèmes de sommeil comme Eden. Comportement comme Eden. Et en fait, à chaque fois, elle finissait par comme Eden. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a Sanfilippo ou pas? Et elle me dit, oui, je pense. Et donc là, je lui dis, mais non, c'est pas possible parce que le service de gastro, on dit que c'était une erreur, donc je pense que c'est une erreur. Et elle m'a dit, écoutez, on va lui refaire le test pour être sûr. Et je vous rappellerai pour vous dire ce qu'il en est. Après ce rendez-vous, Farah et Tommy attendent donc les résultats. À cette période, leur famille vient de s'agrandir. Il y a quelques mois, Farah a donné naissance à son 2e garçon, Abel. C'était en octobre 2020. Le bébé semble en bonne santé, mais le médecin spécialiste du syndrome de Sanfilippo veut l'examiner. On était loin de s'imaginer qu'il pourrait y avoir quelque chose pour mon 2e. Et elle me dit, voilà, il y a une chance sur 4 pour qu'il soit malade. Il faudrait qu'on le teste. On remonte une semaine après pour Abel, pour faire le test. Entre-temps, elle nous envoie un mail pour nous dire, écoutez, je vous confirme que c'est bien la maladie de Sanfilippo. Quand on reçoit ce mail, là, Tommy, il a complètement, je pense, son cerveau n'a pas suivi, il a fait un AVC. Je pense qu'il a tellement été dans le déni pendant tellement longtemps que c'était terrible. Donc, il a fini hospitalisé. Et une semaine après, elle nous appelle et elle nous dit, écoutez, Abel aussi, il est malade. Tommy n'a pas de séquelles de son AVC. Et les médecins expliquent à Farah et Tommy qu'il n'existe pas de traitement et qu'ils sont eux-mêmes porteurs sains de cette maladie rare. Ils avaient 25% de risque pour que leurs enfants soient atteints. Le syndrome de Sanfilippo est parfois surnommé Alzheimer infantile pour la ressemblance de ses symptômes. Le jeune couple traverse une période très difficile pendant laquelle ils ne savent plus quoi faire pour leurs enfants. Mais un jour, à force de faire des recherches, Farah retrouve un peu d'espoir. Je me suis dit, mais non, en fait. J'ai pas mis au monde 2 enfants pour qu'on me dise qu'il y a rien à faire, quoi.
Ça fait 3 ans et demi que je cherche. On me dit pendant 3 ans et demi, arrêtez, tout va bien. Et là, on me dit qu'ils vont mourir. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, j'ai effectivement cherché. Et j'ai trouvé cette information. Donc, aux États-Unis, effectivement, ce qu'ils appellent un traitement en phase préclinique sur les animaux. J'ai contacté des associations qui m'ont en plus dit que ça avait de bons résultats. Et on m'a expliqué qu'il manquait beaucoup d'argent. À ce moment-là, il manque 1,5 million d'euros pour que cet essai clinique puisse être mené sur des humains. C'est le problème de toutes les maladies rares. En fait, les laboratoires pharmaceutiques ne s'intéressent pas à ça par manque de rentabilité, en fait, concrètement. Donc, quand on m'a dit ça dans un premier temps, je me suis dit, bon, bah, ok, on va vendre tout ce qu'on a, la maison, tout, on fera un crédit, et puis, ok. Sauf que quand on m'a annoncé le montant, je me suis dit, c'est impossible. 1,5 million, je les aurai jamais, quoi. Je peux faire tout ce que je veux. Et donc, je suis repassée par une petite phase de dépression. Et après, j'ai secoué Tommy. J'ai dit, mais attends, mais on va essayer, en fait. Je voyais qu'il y avait des associations qui lançaient un peu des cagnottes. Je me suis dit, on va essayer. On est 67 millions de Français. J'ai pas besoin d'autant. J'étais un peu naïve. J'ai pas besoin d'autant. Voilà. Si le message prend de l'ampleur, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Farah et Tommy lancent la cagnotte fin 2021 avec l'aide d'une association. Bonjour, nous nous appelons Farah et Tommy. Nous sommes les parents de 2 petits garçons, Eden et Abel. À 27 ans, nous avions toute la vie devant nous. S'ils arrivent à financer le lancement de cet essai clinique, il se passera en 2 étapes. Une première phase d'observation et une seconde pendant laquelle le traitement sera testé. Dans les mois qui suivent le lancement de la cagnotte, il y a un grand élan de solidarité dans la région. C'était vraiment impressionnant à voir parce que Eden et Abel étaient placardés de partout. Sur les abribus, dans tous les magasins, ils avaient des affiches, des urnes. Sur les bus, à la fois, ça faisait vraiment plaisir parce qu'on s'est dit on n'était que tous les deux à vivre ce drame et aujourd'hui, on a tout le Rouennais qui est avec nous. Et d'un autre côté, ça fait quand même quelque chose de voir ces enfants placardés sur les murs. Et puis quand on passe devant, Eden, il nous disait « Mais c'est moi et Abel ?» Oui, oui. C'est vrai qu'ils ne demandaient pas forcément pourquoi, mais on leur disait que voilà, c'était des stars, qu'ils étaient beaux. Et ça leur allait, quoi. Et après, grâce aux médias, ça a pris un ampleur nationale. Et là, la cagnotte, à chaque fois, a explosé. Ouais. Remplir cette cagnotte est une course contre la montre parce que plus Eden et Abel attendront sans traitement, plus la maladie se développera. Plus les jours passent et plus, en fait, leur cerveau meurt petit à petit. Et ça leur enlève à chaque fois beaucoup plus de choses. Et ce qui est perdu est perdu. Eden, il a des troubles autistiques, ce que j'appelle troubles autistiques, c'est-à-dire qu'il n'aime pas le monde, il est bien que chez lui. Et puis, il a perdu en attention. Il a beaucoup moins d'attention. Il a perdu sa sociabilité. Il a plus envie de rien faire. Ouais. Le traitement pour lequel on se bat, ça permet de stopper ou au mieux de ralentir fortement la maladie. Mais les symptômes qui sont là ne sont pas réparables, c'est irréversible. Donc si demain Eden ne parle plus, il ne parlera plus jamais. La première phase de cet essai clinique, la phase d'observation, nécessite de récolter 500 000 euros. C'est une somme qu'on a récoltée très rapidement. En 5-6 mois, on a eu cette somme. On était soulagés, mais en fait, on a vite compris que ce n'était pas non plus qu'un seul problème d'argent. Il y avait l'administratif aussi. Il a fallu 1 an pour lancer cette phase alors que l'argent était là et qu'il manquait juste un accord administratif. C'est vrai qu'on en a un peu gros sur la patate, on va dire, parce que 1 an dans une vie d'un enfant qui vit que 15 ans, c'est énorme. Et on a vu pendant cette année ce que la maladie a fait sur Eden. Donc, j'avoue que ça a pas été facile. Mais on a enfin commencé, on rentre dans le concret et on y est presque. La première phase de cet essai clinique a donc pu être lancée début 2025 à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants du CHU de Lyon, grâce au premier demi-million récolté. Elle va durer 2 ans, pendant lesquels les symptômes de 15 enfants atteints de la maladie de Sanfilippo, dont Abel et Eden, vont être observés. Cette phase d'observation permettra d'adapter le traitement qui sera donné aux enfants dans la deuxième phase. Pendant 24 mois, il y a 15 enfants de France qui intègrent donc ce protocole.
C'est une phase d'observation, c'est de mieux connaître la maladie en faisant tout un tas d'examens, des examens cognitifs, psychomotes, des IRM, les os, le cerveau, les yeux. Tout est scruté pour voir comment ça va évoluer pendant 2 ans. Et en fait, le but, c'est de se dire, le médicament, qu'est-ce qu'il va apporter? Quel est le bénéfice du médicament? Est-ce que on sent qu'il y a quelque chose de mieux d'un point de vue cognitif, etc. Pour ensuite, je pense, ajuster ensuite le traitement. Farah et Tommy placent tout leur espoir dans ce traitement. Ils tiennent bon malgré tout. Ils ont d'ailleurs eu un 3e enfant, une petite fille, Anna, qui est née le 7 février 2023. Ils ont fait tous les tests nécessaires quand Farah était enceinte pour être sûrs qu'elle ne souffre pas du syndrome de Sanfilippo. Malgré les épreuves qu'ils traversent, leur famille reste soudée. Niveau couple, c'est sûr que c'est difficile dans le sens où on a chacun notre chagrin, en fait. Mais on s'est quand même endurci. Enfin, je vois pas comment j'aurais surmonté ça sans lui et je pense que c'est pareil pour lui, en fait. Du coup, nous, maintenant, notre seule priorité, c'est de vivre des choses avec eux, tous les 5. Et il n'y a que ça qui compte. Merci Barbara Gouy. Nous sommes maintenant avec Nicolas Béraud, journaliste spécialiste santé au Parisien. Nicolas, vous avez travaillé vous aussi sur Farah et ses 2 garçons atteints du syndrome de Sanfilippo et vous vous êtes rendu à l'hôpital Femme-Mère-Enfant du CHU de Lyon dans le Rhône. Nicolas, comment vont se dérouler ces essais cliniques ? En fait, pour l'instant, on est dans une phase de ce qu'on appelle l'histoire naturelle. C'est-à-dire que les chercheurs vont examiner un maximum d'enfants qui ont cette maladie pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce qu'ils grandissent, quelles sont leurs caractéristiques physiques, physiologiques, etc. pour voir comment ils évoluent. Et c'est une fois qu'on aura ramassé un maximum de données pendant les 2 années qui viennent qu'on pourra, sans doute, et tout le monde l'espère, lancer un véritable essai clinique sur une thérapie génique. Essai clinique sur une thérapie génique, ça veut dire quoi? Ce seraient des médicaments qu'on pourrait administrer à ces enfants? Tout à fait, ce serait une thérapie génique qu'on pourrait injecter sous forme d'une grosse piqûre quelque part à ces enfants. L'essai clinique aurait sans doute lieu aux États-Unis pour des raisons réglementaires parce que c'est plus simple de le faire là-bas et ça permettrait à ce moment-là de savoir si bel et bien cette thérapie génique permet de sauver ces enfants ou pas. Qui mène ce travail? Ce sont des Américains, mais ça se passe aussi à Lyon? Pour la première phase d'histoire naturelle, ça se passe à Lyon. Les équipes médicales du CHU espèrent pouvoir prendre en charge pour des examens plusieurs enfants qui ont cette maladie, pas seulement Abel et Eden, et ça permettra d'avoir beaucoup de données pour ensuite aller faire l'essai clinique qui, lui, pourrait, dans 2 ou 3 ans, se tenir aux États-Unis, en coordination évidemment avec les équipes médicales en France. Est-ce qu'on sait combien d'enfants en France sont touchés par le syndrome de Sanfilippo? Alors il existe 4 types du syndrome de Sanfilippo, les types A, B, C et D. En l'occurrence, les 2 petits garçons, Abel et Eden, sont atteints du syndrome de Sanfilippo de type C. Et pour ce type-là, on estime qu'il y a une 15aine d'enfants et d'adolescents qui sont atteints, qui sont malades en France. Et donc cette thérapie génique, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter aux enfants? Quel est l'espoir si tout se passe bien? L'espoir si tout se passe bien, c'est que avec une thérapie génique, comme celle-ci, si son efficacité est démontrée scientifiquement, on espère que l'espérance de vie des enfants malades ne serait plus d'une 15aine d'années en moyenne, mais qui pourraient vivre beaucoup plus longtemps et sans devenir grabataires. Et pour qu'on comprenne bien, c'est l'élan de solidarité autour des cas d'Abel et Eden qui a rendu possible ces essais? Ce que disent les médecins de Lyon, c'est que sans tout cet argent récolté par la famille d'Abel et Eden sur une cagnotte en ligne, donc on est maintenant à 1,2 million, cette histoire naturelle, qui est l'étape intermédiaire avant l'essai clinique, n'aurait pas pu avoir lieu. Après, ça n'aurait pas suffi, parce qu'une fois qu'on a l'argent, il faut aussi qu'on ait des médecins motivés, qu'on ait les infrastructures, qu'on ait les services hospitaliers. Donc en fait, c'est un ensemble de choses, à la fois la mobilisation très forte d'une famille, d'une communauté, le fait d'avoir réuni beaucoup d'argent, et puis en face, des équipes médicales et des hôpitaux qui sont tout à fait volontaires et prêts et qui voulaient lancer cette initiative, mais qui n'en avaient pas les moyens financiers. Merci Nicolas Béraud et merci à Barbara Gouy. Le Parisien Vidéo a également fait un reportage sur le combat des parents d'Abel et Eden, une vidéo signée Merwan Mehadji à retrouver sur le compte YouTube du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffanjon. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story. Comme je vous le disais au début, on vient de publier une série exceptionnelle en 6 épisodes sur l'affaire de la tuerie de Chevaline.